Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur VHT les RCFM pour notre émission hebdomadaire réalisée en partenariat avec Corse Matin. Après notre escapade parisienne dirigée de main de maître par Sylvie Acquaviva et vous aussi, chers confrères, nous voici donc de retour en Corse avec un invité récemment apparu sur la scène politique ajaxienne puisqu'il a mené la liste du rassemblement Le Bleu Marine lors de l'élection municipale. Francis Nadidze est l'invité aujourd'hui de ce nouveau numéro de Contraste. Francis Nadidze, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez 59 ans, vous êtes fonctionnaire de l'Éducation nationale en poste de rectorat d'académie. Votre parcours politique vous a fait évoluer du RPR dont vous étiez membre jusqu'à sa transformation en UMP avant de le quitter et rejoindre en 2013 le Rassemblement Bleu Marine dirigé par Marine Le Pen. Alors vous nous expliquerez les raisons de ce choix ainsi que le positionnement de votre parti concernant la Corse et puis plus généralement au plan national. Vous aurez 52 minutes pour le faire et vous serez interrogé par Roger Antèche de Corse Matin. Bonsoir Roger. Bonsoir. Et Patrick Vinciguer de RCFM. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Mais d'abord, comme chaque semaine, l'actualité avec le vote à l'Assemblée nationale vendredi dernier dans la nuit de l'amendement portant création de la collectivité unique en Corse devant un hémicycle aux trois quarts vide, c'est dire l'intérêt que portent les parlementaires à ce sujet. Les départements et les conseillers généraux en même temps disparaîtront à l'horizon 2018. Francis Nadidze, c'est une bonne chose selon vous ou pas ? Écoutez, je crois que les choses sont faites d'une manière un petit peu précipitée. Et je crois qu'on va vers une reconcentration régionale des pouvoirs, alors que pendant, disons, ça fait 30 ans qu'on parle de décentralisation. Je crois qu'un début de la décentralisation, c'était quand même de répartir, justement, pour ne pas créer des féodalités, de répartir les pouvoirs et les compétences. Et la fusée avait 3 étages, c'est-à-dire comme collectivité territoriale, vous aviez la commune, le conseil général et le conseil régional ou l'Assemblée de Corse pour nous, bien par la suite. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a, avec bien évidemment toute la répartition des compétences qui étaient différentes selon les collectivités. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit de quoi ? Il y a un échelon qui disparaît. Peut-être fallait-il le réformer. Attention, je ne reste pas sur des positions fermes et définitives. Il fallait peut-être réformer effectivement les conseils généraux, mais c'est un échelon essentiel qui disparaît dans la représentation des territoires. On a rajouté un 4e étage à la fusée qui est quand même, je dirais, un petit peu inquiétant, qui est l'intercommunalité. Inquiétant pourquoi ? Qui est inquiétant parce que là, il y a un déséquilibre sur les territoires. Il y a la ruralité qui est peu, si ce n'est pas présentée, étant donné que vous avez toutes les difficultés des communes du rural pour se regrouper et former véritablement des entités. Vous dites qu'on va vers la concentration. Bon, la dispersion, on n'a quand même pas fait preuve d'une très grande efficacité, bien au contraire. C'est vrai. Mais je suis d'accord pour une réforme concernant peut-être les attributions, les compétences, etc. Mais là, une concentration excessive des pouvoirs au sein d'une même collectivité me semble quand même très très dangereuse. Particulièrement pour la Corse, peut-être que dans des régions où vous avez 1, 2, 3 millions d'habitants, les choses se jouent autrement. Et encore, là, on y a mis d'autres formes qui sont par exemple les métropoles, Paris, Lyon, Marseille. Mais aujourd'hui, pour 330 000 habitants, une collectivité de 63 élus qui concentrerait tous les pouvoirs, j'ai quelques inquiétudes. Donc on l'a bien compris, vous êtes contre. Cela dit, vendredi dernier à l'Assemblée nationale, les 2 députés Front National, ce n'étaient pas les seuls, ces 2 députés étaient absents, n'ont pas participé au vote. Ça n'intéresse pas le Front National, ça n'intéresse pas la Corse au Front National. J'avais envoyé un message à Gilbert Collard, qui est un ami, en disant qu'il valait mieux voter contre cet amendement. Bon, ceci dit, les 2 députés ont été retenus dans leur circonscription et n'ont pas participé au vote. Mais s'ils y avaient On n'a pas vu de réaction le lendemain pour critiquer ? Tout à fait, mais je crois que c'est général, et d'où ma venue aujourd'hui à votre invitation, et je vous en remercie, pour clarifier les choses. Je ne comprends pas votre raisonnement. En quoi est-ce qu'une collectivité unique représente un danger ? Vous avez une concentration du pouvoir, vous avez une plus grande efficacité, vous avez les choix qui peuvent être faits par une seule entité, on ne va pas disperser encore et discuter à non plus finir tel choix ou tel choix. C'est plutôt
positif dans ce contexte-là. Je crois Après, ce sont les hommes qui voilà, c'est ça, quelles que soient les institutions. Non, je crois qu'en matière de démocratie, il faut qu'il y ait des pouvoirs qui sont... Alors je ne dis pas une dilution des pouvoirs ou des compétences, loin de là, mais je crois qu'il faut un partage entre différentes assemblées représentatives. Vous dites effectivement la concentration, mais à la limite, alors pourquoi ne supprimerions-nous pas les communes et il y aurait une entité générale dans toutes les régions qui gérerait tout le territoire. Peut-être que pour certaines c'est nécessaire, parce qu'il n'y a plus personne dans ces communes. C'est-à-dire, pardon. Peut-être les fusionner à un moment donné, quand il y a une réalité qui ne correspond plus à rien. Alors moi je suis entièrement d'accord pour la coopération entre les communes, mais à condition que toutes les communes conservent véritablement leur pouvoir décisionnel. Quand vous avez un échelon supplémentaire, comme on le disait tout à l'heure, qui est l'intercommunalité, je crains qu'il y ait un supra-pouvoir communal, je dirais, qui peut venir contrarier les projets communaux. Je prends le cas de la CAPA à Ajaccio, où on s'aperçoit qu'Ajaccio, finalement, est un petit peu le parent pauvre des décisions qui se prennent à la CAPA, étant donné qu'on voit que toutes les activités se déportent sur une commune périphérique, tant mieux pour le maire de cette commune d'ailleurs, mais je crains qu'Ajaccio n'y laisse quelques... Vous parlez de la difficulté de former ces intercommunalités dans le secteur rural en particulier. Mais quelle est la vraie marge de manœuvre d'une commune de 40 ou 50 habitants? Quelle est sa capacité à agir aujourd'hui? Elle est quasiment nulle et on le sait, les budgets sont étriqués. Donc pour ces communes-là, la seule solution, c'est soit la fusion, comme l'a évoqué Jean Vitus, soit le regroupement à travers des intercommunalités. Je ne comprends pas pourquoi vous mettez le doigt sur ce type d'intercommunalité-là. Le problème réglementaire, c'est que l'intercommunalité obéit à un certain nombre de critères et d'obligations réglementaires. Et je crains que les communes, aujourd'hui, les petites communes n'aient pas la capacité de se regrouper, parce qu'il y a les budgets, bien évidemment, et d'être véritablement des entités qui puissent, à un moment donné, être en concurrence ou avec les grandes intercommunalités, comme par exemple Ajaccio ou Bastia. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit de quoi? Que véritablement l'intercommunalité puissante, forte en Corse, ce sont les deux communes les plus urbanisées, c'est Ajaccio et Bastia, c'est la CAB et la CAPA. En définitive, non seulement vous êtes contre la collectivité unique, on l'a bien compris, mais vous êtes favorable à un retour en arrière, uniquement 3 échelons, communes, départements et régions. Tout à fait. Alors je le dis bien, il y a peut-être besoin de réforme, d'affiner les compétences, etc. Ça, je suis entièrement d'accord. Vous trouvez que ça marche bien, ce système-là ? Écoutez, à partir du moment où il y a un partage des pouvoirs et où il y a des compétences qui sont clairement identifiées dans les différentes collectivités, moi je ne vois pas pourquoi cela ne marcherait pas. Je suis convaincu qu'il faut garder quelque part, alors je le dis bien et je le répète en réformant certainement, mais je suis convaincu qu'il faut garder un certain nombre de strates décisionnelles sans pour autant, bien évidemment, qu'il y ait des télescopages. Il peut y avoir une complémentarité entre les différentes collectivités. Alors visiblement, on va à la collectivité unique, ça veut dire des pouvoirs renforcés pour cette collectivité. Est-ce qu'elle doit bénéficier, pour assumer ses pouvoirs, d'une autonomie fiscale, cette collectivité ? Écoutez, est-ce qu'on va aller vers une collectivité unique qui sera sans moyens? Alors l'autonomie fiscale, alors si je comprends bien aujourd'hui, le programme la réforme n'est pas encore véritablement finalisée parce que, si j'ai bien compris la ministre, aujourd'hui on ne sait pas d'une part les contenus, on ne sait pas quel sera le mode de scrutin, etc., etc. Bon, l'autonomie fiscale, vous savez qu'il y a une réglementation quand même nationale qui s'impose, et je crains que l'autonomie fiscale nous ne puissions pas en bénéficier. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Alors, bien évidemment qu'à partir du moment où vous avez une manne supplémentaire qui est la fiscalité, c'est sûr que ça ouvre des perspectives qui sont tout à fait autres en matière budgétaire, mais je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour. Il ne faut pas transférer les impôts à la Corse? Dans l'absolu, ça serait une bonne chose, mais je crains qu'aujourd'hui, la réglementation s'y oppose très fortement. Je me souviens d'un Jean-Marie Le Pen qui critiquait l'établissement, je crois que c'est comme ça qu'il nommait le système tel qu'il était institué en France, avec ses différentes couches, ses élus multipliés souvent. J'ai l'impression que vous en accommodez bien de tout ça finalement.
Non, je répète ce que j'ai dit dès le départ, il y a sûrement nécessité d'une réforme en profondeur des institutions. Mais je crois qu'il y a aussi une nécessité de réforme des institutions au niveau national. Il y a peut-être aussi besoin d'une réforme de l'Assemblée nationale et du Sénat avant de commencer par la région. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un État qui hésite lui-même à se réformer dans ses institutions, mais qui s'attaque à la base. Je pense que l'exemple et l'exemplarité doivent venir quand même d'en haut. Pour poursuivre la clarification, vous êtes contre l'autonomie fiscale. En revanche, le Front National défend les cultures régionales et la langue corse. Oui, tout à fait. Vous la défendez ? Ah, complètement, bien sûr. Comment ? Alors écoutez, je me réfère au discours qu'a fait Marine Le Pen le 17 mars 2012 à Ajaccio dans le cadre de sa campagne pour les présidentielles, où elle a annoncé quand même quelque chose de très très fort. Elle a parlé, elle a employé les termes de langue et culture corse, en disant qu'en défendant la langue et culture corse, la Corse était rentrée en résistance contre le mondialisme culturel. Et on la défend comment ? La co-officialité, c'est un moyen ? Non, je crois pas. Je ne crois pas. Je pense que on parle de la Corse, mais je pense qu'il faut une défense des langues et des cultures régionales, mais véritablement étendue à tout le territoire national et dans chaque région. Mais concrètement, et Marine Le Pen a fait deux propositions qui me semblent extrêmement importantes. D'une part, pour retrouver véritablement les racines régionales, mais c'est valable pour toutes les régions, elle a parlé de l'enseignement de l'histoire des régions, l'histoire régionale, qui se ferait en parallèle avec... Ça existe depuis longtemps. C'est pas évident, pas partout. Ce n'est pas vrai. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la Corse. Et ensuite, eh bien, je reviens à la Corse. Oui, non, mais je crois qu'on ne peut pas abstraire non plus la Corse de l'ensemble national. D'accord, mais l'enseignement du Corse existe depuis longtemps ici. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Et elle parlait aussi de la mise en place d'un institut national pour la préservation du patrimoine. Donc, je crois qu'il faut jouer. En fait, il faut, si vous voulez, prendre la question un petit peu à l'envers. Moi, je crois que l'État doit, à un moment donné, être le protecteur des cultures et des langues régionales. La seule condition, c'est que ça ne prenne pas un tour politique à partir du moment où... Et je crois que la grande méfiance de l'État, ça a été ça. Ça a été de se réfugier derrière la préservation des langues et des cultures régionales pour rentrer dans une démarche politique. Mais par exemple, vous refusez absolument la ratification par la France de la Charte européenne des langues. Alors pas de co-officialité, pas de ratification de la Charte. C'est pas une révolution, la ratification de la Charte. Vous craignez le communautarisme et la balkanisation. Non, oui, tout à fait. Alors, la ratification, je vais vous dire, si la France, là, c'est une volonté européenne affirmée et marquée depuis maintenant des décennies. Si la France venait à signer cette charte, eh bien, je crois qu'on irait au fur et à mesure vers la balkanisation, comme vous l'avez dit, mais... c'est Philippot, ça. J'ai repris une déclaration de Philippot. C'est la balkanisation, et ça, j'en suis tout à fait convaincu. Mais ça veut dire aussi que si la France venait à céder sur ce point-là, elle serait quasiment obligée de céder sur d'autres. Qu'est-ce qui est aujourd'hui voulu ? Aujourd'hui, de la part de l'Union européenne, ce qui est voulu, c'est la disparition des États-nations au profit d'identités régionales. Or, nous allons nous retrouver bien seuls, si cela arrivait, face à une Commission européenne toute puissante. Et ça, c'est quelque chose que je ne souhaite pas pour la Corse. La charte, cela dit, a été ratifiée par de nombreux pays. Tout à fait. Il y a des discussions. Oui, tout à fait. Écoutez, ils ont pris leurs responsabilités. Ça, c'est une responsabilité. Ils ne sont pas pour autant balkanisés non plus. C'est une responsabilité. Ce sont d'autres organisations administratives. Par rapport à la nôtre. Je rappelle, ceci dit, que lors de sa campagne, et toujours encore, c'était vous, M. Albertini, qui interviewiez à ce moment-là Marine Le Pen. Marine Le Pen a bien précisé qu'elle était prête à signer une charte des langues régionales, mais non pas des langues minoritaires. Non pas des langues minoritaires qui sont des langues étrangères bien évidemment, donc des chartes régionales. Ça, elle a bien dit et c'était vous qui lui posiez la question. Donc, une charte nationale des langues régionales. Et pourquoi ? Parce que ce que vous craignez, d'abord ça vient de l'Europe, donc c'est frappé. Ça vous pose un problème de manière systématique. Aujourd'hui, compte tenu de... Ce que vous craignez, quoi, c'est l'établissement d'un fédéralisme, c'est ça ?
Oui, et vous pensez que ça peut passer à travers la langue? Oui. Vous savez, ce sont des petites des étapes qui sont franchies au fur et à mesure par l'Union européenne. Et je ne souhaite pas qu'il y ait que nous soyons que l'Europe vienne sur le modèle allemand. Et je crois malheureusement que c'est ce que l'on nous impose à marche forcée. C'est pas le dessein en tout cas de ce gouvernement, puisque Maryse Ronchu, dans le contraste la semaine dernière, disait que la collectivité unique qu'elle propose pour la Corse, c'est une étape de plus dans la décentralisation à la française, et c'est aucunement une nouvelle autonomie ou une autonomie nouvelle accordée à la Corse. Donc on en est loin dans la démarche du gouvernement de cette fédération, pour combien de temps, de cet État fédéral. Pour combien de temps? Oui. Nous avons vu au fil des décennies... Mais en attendant, il y a des langues qui meurent. Nous avons vu au fil des décennies des positions qui étaient fortes tenues par l'UMP ou par le PS et qui se sont au fur et à mesure délitées. Donc aujourd'hui, la ministre a tenu ce discours. Qu'en sera-t-il demain? Parce qu'il y a une pression européenne qui est quand même extrêmement forte pour faire évoluer les institutions et les institutions nationales. Nous avons aujourd'hui, je le rappelle, quand même 80% de notre droit qui aurait été national, qui en fait est calqué totalement et contraint par le droit européen. Donc, je veux dire, à un moment donné, il y a des spécificités, ou alors on se fond totalement dans le discours du mondialisme, village global, etc. Non, moi, ça, je ne le veux pas, et je pense qu'il y a des spécificités, et nationales et régionales, que nous avons. Alors, justement, en matière de spécificité, il y a un autre débat encore, c'est celui qui concerne le statut de résident. Quelle est votre position exacte sur ce point ? Alors écoutez, nous sommes contre ce statut de résident, mais ça ne veut pas dire... on a perdu du temps, 3 ans de discussion, tout simplement parce qu'il se heurtait, et on le savait, je crois que là il y a une manœuvre politique de la part de l'Assemblée de Corse, enfin de la majorité, parce qu'on savait très bien, alors je sais que électoralement il fallait faire plaisir peut-être à l'électorat nationaliste, etc., mais on savait très bien qu'on se heurtait à l'écueil constitutionnel. Pourtant, vous êtes favorable à la préférence nationale dans d'autres domaines, aux priorités nationales, pour l'emploi, les allocations, le logement. Alors pourquoi pas le foncier ? Et pourquoi pas en Corse ? Aujourd'hui, on peut tout à fait actionner, et c'est dommage qu'on ne le fasse pas, mais nous en parlerons lors de la campagne des territoriales. Il y a l'Office foncier de la Corse qui est doté quand même d'un certain nombre de pouvoirs. Je crois qu'à travers l'Office foncier, il faut lui donner, bien évidemment, toute la capacité, la possibilité de se développer et de mettre en place une véritable politique. Mais je crois que dans les nouvelles compétences, si un jour on sait ce qu'elles seront, qui seront dévolues à l'Assemblée, à la nouvelle Assemblée, je crois que l'Office foncier doit être doté d'un volet social qui est extrêmement important, justement, par exemple, pour l'accession à la propriété Donc vous êtes pour la des préférence jeunes. nationale, pas pour la préférence locale. En clair, c'est ça. Pour la priorité nationale, ça c'est très très clair. Mais parce qu'on a l'impression de cultiver un peu l'ambiguïté entre un discours qui serait plutôt proche de celui des nationalistes, mais en les vidant un peu de leur sens, quoi. Non, pas du tout. Il n'y a pas d'ambiguïté. Nous sommes très attachés à notre région, comme les autres membres du Rassemblement Bleu Marine ou du Front National sont attachés à leur région dans les autres régions. Et il n'y a pas d'ambiguïté. Est-ce qu'aujourd'hui... Vous savez, il y a une chose qui m'a un petit peu contrarié au fil des débats de ces dernières années. On a considéré que, ceux qui n'étaient pas pour le statut de résident, ceux qui n'étaient pas pour la collectivité unique, ceux qui n'étaient pas pour le PADUC, ou du moins qui le critiquaient, n'étaient pas corses. Bon, ça s'est entendu, et ça s'est même écrit. Je suis corse. Je porte des idées qui sont certainement autres, mais qui me semblent tout à fait respectables, comme je respecte les idées qui font partie du débat démocratique. Là, nous avons un certain nombre de positions. Ce sont des positions régionales qui sont fortes, parce que nous sommes tout simplement attachés à notre terre, à nos traditions, à nos coutumes, à nos us, à notre langue, à notre culture, tout simplement. Question précise. En quoi la priorité nationale dont vous parlez pourrait changer le sort des 21 560 demandeurs d'emploi en Corse, ou de tous ceux qui en Corse ont du mal à trouver du logement? Vous savez, il y a des pays où cette priorité nationale, qui est liée à la nationalité, est en place, et ça ne gêne personne. Ça voudrait dire qu'à un moment donné, oui, vous donnez une priorité à des gens qui sont de nationalité française pour des emplois, pour des logements, et je ne vois pas ce qu'il y a de choquant. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça aujourd'hui, pardon, corsisation des emplois, ça ne vous choque pas?
À partir du moment, écoutez, les emplois en Corse sont ouverts à toutes les personnes qui habitent la Corse. Moi, je suis tout à fait d'accord pour que, effectivement, les résidents corses puissent avoir accès aux emplois. Quelle que soit la nationalité des gens qui vivent ici. À partir du moment, je parlais de priorité nationale, et c'est un thème national qu'on peut décliner régionalement. À partir régionalement, j'entends restant dans notre nationalité française, bien évidemment. À partir du moment où il y a un demandeur d'emploi qui a la nationalité, il devrait bénéficier, bien évidemment, pouvoir bénéficier d'une priorité à l'embauche. Ce n'est pas vraiment la corcisation. Pardon ? Ce n'est pas vraiment la corcisation. Qu'est-ce que vous entendez par corcisation ? Priorité aux Corses. Pour reprendre votre terminologie au niveau national. Priorité, les Corses sont français, priorité à ceux qui ont la nationalité, bien évidemment. Pas les immigrés, donc. Vous savez, chaque fois, c'est terrible. Chaque fois, on se retrouve face à cette question et pour tuer le débat, on dit attention. Mais je veux dire, la priorité, effectivement, la priorité nationale, elle s'entend par elle-même, elle n'a pas besoin d'explication. À partir du moment où on a la nationalité française, on est prioritaire, on devrait être prioritaire, bien évidemment. Non, mais vous aviez parlé des gens qui résident en Corse. Oui. Donc eux aussi, ils résident, les immigrés. Sont-ils français ? Moi, je vous parle de nationalité. À partir du moment où on parle de nationalité, eh bien, mais ce ne sont plus des immigrés à ce moment-là. Ce sont des nationaux français. On reviendra sur le problème de l'immigration tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. On passe à la deuxième partie. Vous avez rejoint le Rassemblement Bleu Marine, mais vous précisez dans le même temps que vous n'avez pas rejoint le Front National. Franchement, la différence entre les deux, elle ne saute pas aux yeux. Hein. Alors, là, je voudrais mettre fin, effectivement, à une espèce d'ambiguïté, mais qui a été portée à l'extérieur du Rassemblement Bleu Marine et du Front National. Effectivement, j'ai rejoint le Rassemblement Bleu Marine parce que quand j'ai terminé de faire de la politique par ailleurs et je souhaitais me réinvestir, je ne voulais pas, si vous voulez, réintégrer véritablement un mouvement politique, un parti politique, parce qu'il y a des contraintes, etc. Et j'ai trouvé que le Rassemblement Bleu Marine correspondait tout à fait à ce que je cherchais, étant donné que Marine Le Pen avait dans ses discours des accents qui étaient très gaulliens. Bien. Donc j'ai rejoint le Rassemblement Bleu Marine, et c'est vrai qu'on a essayé d'opposer à un moment donné en disant oui mais c'est pas la même chose localement, c'est pas la même chose, etc. Il n'y a pas de différence, effectivement, si ce n'est des différences structurelles. L'un est un parti politique, le Front National, et le Rassemblement Bleu Marine est une association, loi 1901, avec deux démarches différentes, structurantes différentes. C'est-à-dire que le Rassemblement Bleu Marine est appelé à fédérer des associations ou d'autres partis politiques pour qu'il y ait un espace de discussion. Chose qui ne pourrait pas être faite avec le Front National. Non, c'est pas simplement parce que le Rassemblement Bleu Marine nous est apparu comme plus fréquentable que le Front National version Jean-Marie Le Pen. Non, pas du tout. Moi je suis mariniste, je le dis, et je le répète. Vous n'êtes pas jean-mariste alors. Pardon ? Ni marionniste. Vous êtes mariniste, donc pas jean-mariste. Je crois que je crois qu'il y a sont des générations différentes. Il y a des gens qui se reconnaissent dans Jean-Marie Le Pen. Il n'y a pas qu'une différence de génération, il y a une différence de discours aussi. Il y a des gens qui se reconnaissent dans le discours de Marine Le Pen. Et moi, je le dis, dans le discours de Marine Le Pen, j'ai trouvé des accents gaulliens sur trois thèmes que je trouve incontournables et véritablement extrêmement importants, qui sont la nation, la souveraineté et l'indépendance. Donc c'est pour ça que j'ai rejoint. Pas dans celui de Marion Le Pen. C'est pour ça que j'ai rejoint. Attendez, là, on parle du Rassemblement Bleu Marine et de Marine Le Pen. C'est pour ça que j'ai rejoint sans aucune difficulté le Rassemblement Bleu Marine. Et je tiens à préciser que si demain le Rassemblement Bleu Marine venait à disparaître ou à être dissous, en plus de ça, c'est vrai que le secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine, qui est Gilbert Collard, est un ami proche. Donc ça m'a été encore plus facile. Et si demain le Rassemblement Bleu Marine venait à être dissous ou à disparaître, je rejoindrai sans aucun état d'âme le parti mariniste qui est représenté ici par le FN Fiamma Courte. On vient de citer les principaux dirigeants du Front National. Jean-Marie Le Pen. Oui. Qui est président d'honneur. Oui. Marine Le Pen. Oui. Marion Le Pen, maréchal. Bon, je sais bien qu'en Corse, on est habitué aux dynasties, ça vous gêne pas trop, non?
Écoutez, non, ça ne me gêne pas particulièrement. Comme vous le dites, on a l'habitude des dynasties en Corse, ça ne me gêne pas. Il y a des gens qui se sont succédés en Corse et qui ont fait des choses qui sont très constructives. Au niveau national aussi, je ne vois pas où se pose le problème. Maintenant, c'est évidemment, si on installait une dynastie entreprise familiale quand même. Non, ça c'est ce qui est important, ce sont les idées qui sont portées, ce sont les démarches qui sont faites. Maintenant, on ne peut pas non plus reprocher à un fils ou à une fille d'être fils ou fille de son père. Ça serait, alors à ce moment-là, il faut édicter une loi qui interdise à Gilles Simeoni de se présenter, à Jean Zuccarelli la même chose, etc. C'est pas une histoire de dynastie familiale. L'important, c'est quelle est l'efficacité des gens au moment où ils arrivent aux affaires et quel est le discours qu'ils portent. Justement, donc la dynastie ne vous gêne pas, la transmission par le nom ne vous gêne pas. Est-ce que vous qui avez un discours policé, on employé pour Marine Le Pen tout à l'heure, mais ciselé, précis, est-ce que les dérapages qu'on entend, et en particulièrement pendant cette campagne départementale de la part de candidats du Rassemblement Marine, on l'a vu dans certains départements avec des mots qui étaient durs, la traque, la chasse aux Arabes, la battue plutôt, ou lors de la dernière législative dans le Doubs aussi, c'est pas des choses qui vous gênent à vous, ça? C'est ce genre de scorie qui reste encore malgré tout très présent dans le mouvement. Je crois que Marine Le Pen a été extrêmement claire à ce sujet dans ses déclarations et surtout dans les mesures disciplinaires qu'elle a pu prendre envers ces personnes, puisqu'elle a exclu et enlevé l'investiture un certain nombre de personnes, que ce soit pour les municipales, que ce soit aujourd'hui pour les départementales, ou encore il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui a perdu son investiture à la suite de propos qui étaient tout à fait scandaleux. Et je crois que Marine Le Pen, elle a tout à fait une attitude cohérente et un discours qui est clair concernant ce type de dérapage. Vous condamnez clairement. Je pense qu'il y a des gens qui se prennent. Écoutez, de quelque nature qu'elle soit. Je les condamne d'autant plus que je ne l'ai jamais été, que j'ai travaillé dans mes fonctions avec des enfants qui étaient de toute origine et que je ne me suis jamais... Ce qui est important, ce n'est pas ni la couleur de la peau ni l'origine, c'est la capacité à être utile à la collectivité. Et je crois qu'il y a des gens de toute origine qui sont utiles à la collectivité. Et d'ailleurs, au Front National, au Rassemblement Bleu Marine, si vous vous y intéressez de très près, vous verrez qu'il y a des gens de toute origine, de toute couleur, mais qui sont cimentés par le souci d'apporter quelque chose à la collectivité. Et moi, ça ne me gêne absolument pas. Alors on en vient au bilan électoral du Front National en Corse. Alors il est mitigé, de très bons résultats à la présidentielle, autour de 24%, aux européennes, à peu près le même chiffre. En revanche, les élections locales, se soldent systématiquement par un échec, que ce soit les territoriales, les cantonales ou encore les dernières municipales d'Ajaccio. Vous n'êtes pas crédible dans la gestion quotidienne. Comment vous expliquez cette différence ? Je crois que le problème, c'était de marquer le terrain. On le voit aujourd'hui avec les élections départementales, où nous sommes présents sur 12 cantons sur toute la Corse. La première fois. Voilà, c'est la première fois, et je crois que ça démontre la volonté des instances régionales de véritablement marquer le terrain et d'apporter le discours. Je crois aussi qu'il y a eu quelque part un petit peu d'ostracisme médiatique, parce que on a souvent fait des communiqués qu'on n'a pas vus, malheureusement. Tous vos représentants sont passés à contrat. Oui, c'est vrai. Mais il y a un certain nombre de choses, de discours que l'on n'a pas entendus. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Et je crois qu'aujourd'hui, alors c'est vrai, mais c'est vrai, je le reconnais, bien volontiers, qu'il y a un changement de la part des médias qui est quand même local, qui est quand même extrêmement important. Francis Nadi dit, cette faiblesse du Front National en Corse aux élections locales, pour préciser, c'est un particularisme au niveau de la France. Certains disent que vous faites siphonner vos voix par les nationalistes. Alors c'est vrai, et c'est vrai ce que disait, je crois que c'est Tony Cardi qui le disait il y a quelque temps de ça dans vos colonnes, qu'effectivement il y a un vote essentiellement contestataire qui se porte vers les nationalistes. Alors on n'est pas en concurrence avec les nationalistes si ce n'est du point de vue électoral, mais je crois qu'il y avait besoin de la part du Front National, Rassemblement Bleu Marine, de
se structurer peut-être plus sur la Corse, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec les départementales, et surtout de démontrer ce que nous avons fait pour les municipales, que l'on pouvait sans aucun complexe avoir un discours de politique générale sur la Corse. Et d'ailleurs, je précise que ce discours politique, nous avons eu une réunion il y a quelques mois de cela avec Nicolas Bay, secrétaire général du Front National, et ça s'est passé à Bastia lors d'un dîner. Et Nicolas Bay nous a dit que effectivement la Corse bénéficiait d'institutions particulières, comme d'ailleurs d'autres régions françaises, comme la Nouvelle-Calédonie, et que la politique en Corse, je me souviens encore de ces mots, la politique bien évidemment en Corse ne se faisait pas comme en Auvergne. Donc il fallait effectivement adapter, bien évidemment nos mesures à ce qu'était la réalité corse, Et d'ailleurs c'est un discours qui a été repris, j'étais très très content de le lire, par le jeune Anthony Zanini, qui est candidat à Calvi, et qui est responsable du Front National de la Jeunesse pour la Corse, et qui a parlé lui aussi effectivement d'adapter le discours aux spécificités de la Corse. Ça ne nous dit pas pourquoi le discours local et ajaxien de Francine Hadid accuse un retard de 17 points sur la ville, sur le discours national de Marine Le Pen. Voilà, la question, elle est là. Alors, quand on en vient aux élections municipales, ce sont quand même des élections de proximité. Vous savez très bien, nous sommes une île petite, 330 000 habitants, Ajaccio, 60 000 habitants, pratiquement tout le monde se connaît. Et c'est vrai, alors, nous étions pour les municipales dans un contexte qui était quand même très différent du contexte de mars dernier, et nous avons eu affaire à un certain nombre d'obstacles. C'était pour nous un parcours d'obstacles. Quels étaient-ils ? C'était donc une liste UMP qui était quand même bien charpentée avec un certain nombre de conseillers généraux. Ça veut dire qu'il y avait quand même un appareil derrière. Ça veut dire aussi c'était pas votre cas à vous alors. C'était pas notre cas. Quand on vous connaît, on vote pas pour vous, c'est ce que vous dites? Non, pas du tout. Ça veut dire que nous n'avons pas, nous, la machine à promesses que certains candidats avaient. Nous ne l'avions pas. Et nous nous refusons à faire ce genre de choses. Et je crains malheureusement, je ne souhaite pas que les gens, parce que quand on est passé, vous savez, dans les maisons, quand on faisait les visites, les gens nous disaient, ah oui, mais vous savez, des gens qui étaient en détresse, malheureusement, nous disaient, oui, vous savez, le candidat Antel nous a dit que l'emploi, le logement social, ça ne suffit pas pour expliquer cette déperdition de voix entre scrutins nationaux et scrutins locaux. Entre scrutins nationaux et scrutins locaux. Alors attendez, je voudrais terminer sur les municipales, et après, nous arriverons aux scrutins nationaux, aux scrutins locaux. Nous avons eu aussi face à nous une liste qui devait agglomérer les déçus, qui était la liste de M. Villanove, et qui était donc celle qui refusait pratiquement le jeu politique local. Alors, au second tour, nous avons vu que cette liste s'est adjointe, du moins ses responsables se sont adjoints à l'UMP. Et puis il y a eu un autre discours qui a été celui de « attention, si nous allons vers une triangulaire avec le Rassemblement Marine Front National, nous risquons de voir la gauche qui revient à la mairie ». Donc, quand vous faites l'addition de tous ces éléments, c'est sûr et certain que ce n'était pas favorable pour nous. Maintenant, je pense effectivement, comme vous l'avez dit, alors ce sont les structures aussi locales qui font que, effectivement, jusqu'à présent, les candidats du Front National n'ont pas été extrêmement entendus, avec des scores qui sont très modestes. C'est vrai qu'aux dernières territoriales, c'était 4,1 pour la liste qui était menée par Tony Card, qui démontre un décalage terrible d'ailleurs par rapport aux 25% à peu près de Marine Le Pen pour les présidentielles ou pour les européennes, avec Jean-Marie Le Pen, pratiquement là aussi 25%. Mais je veux dire, ça veut dire qu'il faut que nous construisions notre discours, il faut que nous soyons plus lisibles dans l'espace insulaire, et je crois que nous sommes là véritablement dans une démarche de construction aujourd'hui sur... Combien vous avez de militants en Corse aujourd'hui ? Alors écoutez, de militants, vous voulez dire encartés ? Encartés au alors, Front National, je ne peux vous donner que le chiffre. Je ne peux vous donner. Alors le Rassemblement Bleu Marine est tout jeune. Disons que le fait que je sois représentant régional ne date que du début d'année. Donc ça va être une structuration. Le Front National, Michel Lelay, que j'en discutais avec lui il y a quelques jours de ça, me disait que sur la Corse du Sud, je peux vous donner que le chiffre de la Corse du Sud, parce que c'est Michel Lelay qui me le donnait, nous étions à 400 et quelques 420 ou 418 adhérents, ce qui est quand même
assez important. Alors vous allez vous présenter au cantonal. Bon, c'est un galop d'essai pour les élections territoriales, j'imagine. Vous espérez donc faire votre retour dans l'hémicycle. Vous y étiez il y a une vingtaine d'années. Pourquoi faire? Pour participer à une majorité éventuellement? Écoutez, d'abord, ça sera pour faire des propositions. Ça sera pour faire des propositions sur la Corse. Je crois que nous avons des propositions originales. Aujourd'hui, je vous parlais tout à l'heure, effectivement, de l'office foncier auquel il faudrait adjoindre un volet social extrêmement important pour l'acquisition, pour la propriété, pour que les jeunes puissent accéder à la propriété, pleinement à la propriété. Je crois que là, nous avons des propositions, mais je ne peux pas vous les dévoiler. Je les ai ici sur la table, mais je ne peux pas vous les dévoiler. Pourquoi elles sont si propositions. Non, mais je voudrais... Vous savez, pour la campagne municipale, pas la dernière, l'avant-dernière, on s'est retrouvé dans une chose assez extraordinaire. On s'est aperçu qu'un certain nombre de candidats avaient repris des idées, ça, c'est la politique. Oui, voilà, c'est la politique. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais je voudrais pas qu'on se fasse doubler aujourd'hui pour les territoriales. Donc, si vous l'annoncez le premier, vous ne ferez pas doubler. Non, mais je crois que là, nous travaillons en petit comité parce que nous avons mis en place des commissions de travail qui fonctionnent très bien avec des spécialistes, dont un spécialiste des finances publiques d'ailleurs. Et nous avons des réunions avec les différentes professions en ce qui concerne le foncier, avec certains entrepreneurs, mais c'est vrai que ils ne souhaitent pas, et vous le savez qu'il y a encore un petit peu ce petit problème de se montrer publiquement quand on aide le Front National au Rassemblement Bleu Marin. De moins en moins, tant mieux d'ailleurs. Hein. Mais et je crois que nous aurons des propositions extrêmement originales, mais faisables. Quand nous serons à l'Assemblée territoriale. Mais est-ce que vous participeriez éventuellement à une majorité? Je vous pose la question parce que le Front National l'a déjà fait. C'était Jean-Marie Le Pen, à l'époque, il dirigeait. Et il a gouverné en Corse avec Jean-Paul de Rocazère, un des responsables, Pascal Arrigue, il dirigeait même la commission des finances. Mais vous savez, M. Albertine, je crois que c'est pas moi qu'il faut poser la question. Vous êtes responsable du Front National. Je crois qu'il faut poser la question, éventuellement, à la majorité qui se mettrait en place, l'éventuelle majorité qui se mettrait en place à l'Assemblée de Corse. Moi, je suis prêt à travailler avec tout le monde, on est prêt à travailler avec tout le monde dans la mesure où c'est l'intérêt collectif qui prime. Ça, il n'y a pas de souci. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a des obstacles, et je pense particulièrement à l'UMP, il y a des obstacles qui sont mis en place du fait d'un discours national et qui ne permettent pas à l'UMP d'avoir, ce n'est pas d'ailleurs la volonté des militants de base de l'UMP, mais qui ne permettent pas à l'UMP d'avoir quelques contacts que ce soit avec le Rassemblement Bleu Marin ou le Front National. Nous sommes ouverts à toute discussion dans la mesure où les choses sont claires et se font au grand jour. Y compris même avec la gauche, non, je plaisante à moitié. Écoutez, moi je crois, et je n'hésite pas à vous répondre là-dessus, moi je crois que tout ce qui peut converger vers l'intérêt collectif ne me semble pas frapper d'une interdiction particulière. Il y a des idées, j'ai des amis qui sont à gauche, qui ont des idées qui me semblent... D'ailleurs, on dit même que le Front National, souvent, a une politique qui ressemble étrangement à celle de la gauche. Moi, à partir du moment... vous soutenez Syriza en Grèce. À partir du moment... Plutôt le Front de gauche que la gauche. Oui. Écoutez, c'est formidable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes effectivement très préoccupés de l'avenir et du bien-être des gens. Mais la seule différence avec le Front de gauche, enfin la seule, non, il y en a beaucoup, c'est que nous ne sommes pas internationalistes et qu'ils tiennent un discours vous êtes contre l'immigration. Sur les territoriales, qui conduira la liste? Je ne sais pas. Nous n'en sommes pas encore là. Moi, ce que je souhaite... non, c'est pas évident. Écoutez, regardez, je ne suis pas présent au départemental parce que je crois qu'il faut effectivement qu'aujourd'hui, le Rassemblement Bleu Marin, le Front National et pour la Haute-Corse, vous avez une autre entité qui est Avesnes-Corse. Je crois qu'il faut qu'il y ait une diversité maintenant de visages qui se présentent, que l'on puisse identifier pour bien montrer que le Front National, Rassemblement Bleu Marin, est présent partout. Donc aujourd'hui, en ce qui concerne les territoriales, je ne sais pas qui sera tête de liste. Moi, ce que je souhaite, c'est que quand, à peu près je ne sais pas. Sincèrement, on n'a pas encore commencé à en discuter, puisqu'il y a les départementales et les choses. Oui, bien sûr, mais les choses se feront dès après les départementales. Il n'y a jamais que quelques jours à attendre. Ceci dit, moi, ce que je souhaite, c'est que la tête de liste
le candidat ou la candidate, parce qu'il y a des gens qui sont, hommes et femmes, qui sont de très très grand talent, soit quelqu'un qui soit un fin connaisseur des dossiers de la Corse. Ça, c'est, je dirais, pour moi, une des conditions... il vaut mieux, en plus. Voilà, il vaut mieux, comme vous dites, une des conditions extrêmes. Voilà, donc il ne faut pas partir au territorial simplement pour être présent et pour faire acte de présence. Il faut être capable d'amener des propositions réalisables et d'être représentatif. Quel est votre positionnement vis-à-vis du mouvement nationaliste? Est-ce que c'est votre ennemi comme il l'était il y a 20 ans lorsque Jean-Marie Le Pen n'arrivait pas à poser son avion en Corse, qu'il était interdit de séjour par les militants nationalistes, ou est-ce que vous seriez susceptible aujourd'hui d'en faire des alliés? Écoutez, moi, ce que je constate, c'est que les nationalistes sont rentrés déjà depuis quelques années pleinement dans le débat démocratique. Ils y apportent leurs réflexions. Et bien évidemment, comme tout parti, tout mouvement politique, il y a des réflexions qui sont intéressantes, d'autres qui pour nous ne peuvent pas aboutir. Mais je constate aussi qu'il y a eu quelque part, mais ça c'est le problème interne aux nationalistes, il y a eu quelque part une sorte aussi de dévoiement, à partir du moment où un certain nombre d'alliances, un certain nombre de politiqués, là, je dirais, de compromis se sont faits avec, particulièrement à l'Assemblée de Corse, avec Monsieur Giacobbi. Je crains que le discours nationaliste ait été complètement brouillé, voire inaudible, et les résultats que nous avons aujourd'hui à Ajaccio, pour les municipales, pour ne prendre que cet exemple, démontrent qu'il y a une totale déperdition au niveau du discours nationaliste, une déperdition auprès de leur électorat. Ce n'est pas le cas à Bastia. C'est vrai, ce n'est pas le cas à Bastia, mais c'est une coalition, effectivement, c'est une coalition qui peut exploser. Moi, je crois qu'on trompe, et ce n'est pas une bonne chose de tromper l'électeur, on trompe l'électeur en brouillant le discours. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, les électeurs, les citoyens, les citoyennes ont besoin de faire des choix de société. Et pourquoi vous-même, vous n'écartiez pas précédemment une alliance avec l'UMP, voire même avec la gauche ? Non, je n'ai pas parlé d'alliance. Non, attendez. Je n'ai pas parlé d'alliance. Revenons sur ce que nous avons dit tout à l'heure. Je n'ai pas parlé d'alliance. J'ai dit simplement qu'il y avait peut-être, s'il y avait des propositions qui allaient dans l'intérêt collectif, il n'est pas interdit de penser que si nous étions élus, nous voterions dans ce sens. À partir du moment où c'est l'intérêt collectif. Je ne vous ai pas parlé d'une alliance générale. Et je le redis, ce n'est pas nous, de notre côté, qui détenons les clés. Il y a un accord totalement désintéressé. Vous voteriez pour la droite ou pour la gauche sans contrepartie? Ça dépend des propositions. Ah bon? Mais là, on rentre dans le jeu de la politique. Nous parlons. Non, monsieur Michel, je ne vais pas me laisser enfermer. Je ne vais pas me laisser enfermer dans ce discours-là. Je dis simplement qu'à partir du moment où il y a des propositions qui rentrent, et je me répète, j'en suis désolé, qui rentrent dans l'intérêt collectif, je ne vois pas pourquoi nous ne les voterions pas. Bon, et on est loin là de parler d'alliance ou de parler non, pas du tout. Et je dis qu'au niveau des alliances, éventuelles, au niveau d'un parcours commun, comme cela s'est fait effectivement il y a quelques décennies à l'Assemblée de Corse, ce n'est pas nous qui détenons les clés, puisque aujourd'hui, face à nous, alors vous privilégiez particulièrement l'UMP, il y a des consignes nationales qui sont, me semble-t-il, très explicites. Vous privilégiez le projet, c'est ça, le programme. Complètement, oui, tout à fait. Alors justement, je vous ai interrogé sur un point, parce que c'est dans le programme du Front National de Marine Le Pen. Il est écrit que l'État s'est affaibli depuis 30 ans en France à cause d'un double mouvement, l'intégration européenne et la décentralisation, vous le qualifiez de creuset d'inégalités entre territoires. Et vous proposez, c'est écrit dans le programme, que l'État récupère nombre de compétences qui ont été dévolues aux régions et diminue les dotations de 2%. Voilà, ça diminue encore plus, mais si vous rajoutez encore 2% envers les collectivités locales, vous appliqueriez ce programme à la Corse? Alors, je vous rappelle ce que je disais tout à l'heure, que nous sommes en Corse dans des dispositions institutionnelles qui sont particulières et que les propositions qui sont faites au niveau national, et je rebondis sur ce que disait Nicolas Bay lors de sa récente visite il y a quelques semaines, qu'il faut impérativement, bien évidemment, et cela a été rappelé par un certain nombre de candidats, rapporter dans les institutions corses ce qui est spécifique à la Corse. Donc ça veut dire des institutions corses.
Mais je crois que c'est. Vous ne remettrez rien en cause sur ce point-là? Je crois que c'est très clair. Et je crois que le discours du Front National là-dessus est très clair. Alors, au même titre que, comme nous le disait Nicolas Beck, la Nouvelle-Calédonie, que d'autres territoires français qui ont des institutions particulières. Alors on en vient aux choix politiques nationaux. On revient sur le thème de l'immigration que vous avez abordé en cours d'émission. Pourquoi est-ce que vous n'y voyez qu'un aspect négatif? L'immigration a largement servi la France durant les 30 Glorieuses. Oui, c'était les 30 Glorieuses, vous l'avez dit. Aujourd'hui, malheureusement, il faut réduire la voilure. Ça veut dire qu'on n'a plus les moyens. On n'a plus besoin. Malheureusement, non. Il faut pas, comment dirais-je, jouer ça en termes de mépris. Ce n'est pas une bonne chose. Non, ce n'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, nous avons une immigration massive et qu'il faut à un moment donné réglementer. Pourquoi? Tout simplement parce que nous n'avons plus les moyens. Vous avez parlé des 30 Glorieuses. Effectivement, le terme par lui-même est très évocateur, c'était le plein emploi, c'était le développement économique. Aujourd'hui, au nom d'une solidarité internationale que je ne récuse pas, bien évidemment, on est obligé, on accueille massivement des immigrés pour en faire localement des malheureux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, parce qu'on ne peut pas leur proposer de travail, si ce n'est l'appât, je dirais, des mesures sociales dont bénéficie la France, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de candidats à l'immigration en France. Bien. Et quand vous dites aujourd'hui, ça fait 40 ans que vous tenez ce même discours. Oui. 40 ans. Mais ça fait 40 ans que la France est en crise. Ça fait 40 ans que nous ne sommes pas au pouvoir. Donc le jour, effectivement, où nous y arriverons, nous régulerons. Effectivement, attendez, je vais terminer, Monsieur Albertini, si vous me le permettez. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est qu'on ne peut plus, au nom d'une solidarité qui est devenue un mot creux, malheureusement, et on a tout fait pour que ça devienne un mot creux, on ne peut plus accueillir massivement l'immigration. C'est malheureux parce que vous avez des gens malheureux qui arrivent, qui essayent de trouver du mieux-être ailleurs. Mais je crains qu'aujourd'hui, cette immigration massive ne fasse sauter les systèmes sociaux. Et vous savez, la solidarité a des limites. Et je vais vous dire les limites qu'elle a. La solidarité, les limites qu'elle a, c'est tout simple. À partir du moment où vous-même, vous ne pouvez plus être solidaire avec vos propres enfants, comme vous souhaiteriez l'être, je crois que là, la solidarité... Si on prend l'exemple de la Corse, par exemple, vous avez un solde naturel qui est égal à 0. C'est vrai. Comment est-ce que vous envisagez un développement économique si vous n'avez pas un apport de population? L'apport de population, attendez, l'apport de population s'est fait sur ces derniers 30 ans, même ces derniers 50 ans. Ça veut dire que on est passé de 165 000 habitants dans les années 60, on est passé à 330 000. Bien. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un accroissement de la population dû à l'immigration. Mais quelle immigration? Générale, qu'elle soit du nord ou du sud. Nous sommes entièrement d'accord. C'est vrai. Et donc, il n'y a pas de développement économique qui va avec cette immigration. C'est bien ce que vous me dites. Je dirais, avec une population dont le sol naturel est égal à 0, il y a plus de gens de plus de 60 ans que de moins de 20 ans. Comment vous produisez? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut faire preuve avec la nouvelle, je l'espère, collectivité territoriale, et nous aurons là aussi des propositions. Il faut faire preuve d'innovation, à condition que ce ne soit pas retoqué d'innovation en matière d'implantation d'entreprises. À condition que ce ne soit pas retoqué. Si vous n'avez pas de matériaux humains. Parce que nous avons quand même. Mais à partir du moment où nous avons capacité à réglementer et à faire des propositions qui sont des propositions concrètes pour le développement économique. Je veux dire, les choses vont aller d'une manière tout à fait naturelle. Moi, ce que je constate aujourd'hui, malheureusement, c'est que nous avons une université qui est une université formidable, vraiment formidable. J'ai eu le plaisir de travailler essentiellement avec la faculté de sciences il y a X années de ça, et j'y ai trouvé des gens qui étaient d'un enthousiasme formidable. Bon, donc je veux dire qu'à un moment donné, cette université doit se poser comme experte. On devrait avoir recours à cette université. Vous avez un institut qui est chargé de la formation des futurs entrepreneurs. Je veux dire, interrogeons-les. Et mettons en place, et peut-être nous aurons cette possibilité avec la future collectivité et les compétences qui seront dévolues, mettons en place ce qui peut être attractif pour les entreprises et pour implanter les entreprises en Corse. Alors, Francis Hadis, pour en revenir aux choix nationaux, stop à l'immigration, stop aussi à l'euro pour sortir de la crise actuelle. Et à l'Europe. Vous croyez à l'euro et à l'Europe, à l'Union européenne, vous croyez vraiment à ces solutions? Oui.
Alors je vais vous dire pourquoi. Vous n'avez pas peur de catastrophe si demain la France, un pays comme la France fondateur, sort de l'Union européenne? Non, pas de l'Union européenne, de l'euro. Non, de l'euro. De l'Union européenne. Mais l'Union européenne aussi, vous n'êtes pas trop. Non, pas du tout. Il en est. Non. De l'euro. Revenons rapidement à une chose. Retour au franc. Retour au franc. 2017, Marine Le Pen l'emporte, on revient au franc. Avec un retour à l'écu. Je rappelle que pendant 20 ans, à une monnaie commune, pas une monnaie unique. Je rappelle que pendant 20 ans, de 1979 à 1999, a vécu l'écu, a très bien vécu, mais il nous servait. Mais effectivement. Pourquoi nous avions des monnaies nationales et nous avions des banques centrales qui régulaient le cours de l'écu. Il n'y avait pas de politique monétaire européenne. Qui régulait tous les jours le cours. Si, l'écu était une politique monétaire européenne, mais ce n'était pas une monnaie. Vous imaginez les conséquences économiques aujourd'hui sur la disparition non, mais ça, je vais vous dire, M. Albertine. Non, M. Albertine. Ça, ce sont les économistes. Ce sont les économistes que l'on entend tous les jours à la télévision qui nous disent attention, catastrophe. Mais prenez un petit peu les biographies de ces économistes, vous verrez comme la majorité d'entre eux sont liés à des groupes bancaires ou à des groupes d'intérêts internationaux. Non, vous avez aujourd'hui 8 prix Nobel d'économie qui disent qu'il faut quitter la monnaie unique et revenir à une monnaie commune avec des banques centrales qui régularisent au jour le jour le cours de ce fameux écu qui existait pendant 20 ans et 100 heures. Et je précise que l'euro, c'est quand même extraordinaire, la prégnance de l'économie allemande. Quand l'euro a été créé, la valeur de l'euro a été calquée sur la valeur du Deutschmark. Et la Banque centrale européenne, chose quand même extraordinaire, pour bien montrer la prépondérance d'une économie allemande sur le reste des économies européennes, la Banque centrale européenne a été installée à Francfort. Pourquoi n'a-t-on pas installé en Italie ou en Grèce? Ça aurait été quand même un signal fort. Mais est-ce que, monsieur, le problème majeur, c'est pas davantage les purges d'austérité qui sont imposées, les pactes de stabilité qui sont imposés à tout le monde, l'apurement de la dette? Est-ce que c'est pas les grandes orientations européennes plutôt que la monnaie qui pose problème? Mais tout dans ce cas-là, c'est un problème politique. Non. Il y a effectivement un problème d'orientation européenne, de politique européenne, mais le problème d'orientation des politiques européennes, elles sont essentiellement basées sur la monnaie et sur l'économie. Donc on ne peut pas faire abstraction de ça. Donc sortie de l'euro, pas sortie de l'Union européenne. Sortie de l'euro pour venir à une monnaie commune qui était à l'écu de 79 à 99, mais pas sortie de l'Union européenne, bien évidemment. Il peut y avoir des coopérations. L'Airbus est une magnifique coopération des États européens. Francis Nadine, ce sera là votre conclusion. Merci d'avoir participé à cette émission. Patrick, Roger, merci à vous également. Avant d'en terminer, je vous présenterai un ouvrage, celui de Charlotte Rothman, journaliste à Libération, 20 ans et au fond, au Front National. Je précise, une enquête sur ces jeunes qui ont rejoint le mouvement de Marine Le Pen. Voilà, Contraste est maintenant terminé. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Ce sera Sampiero Sanguinetti, journaliste et écrivain, qui nous parlera entre autres de son dernier livre, La Corse entre clanisme e nazionalismo. Intanto buona settimana e buonasera a voi tutti.